Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la recherche scientifique récompensée à Sipopo en Guinée équatoriale. La cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale se tiendra le lundi 15 septembre. Les lauréats se verront également gratifiés d'une bourse de 100 000 $ pour leurs travaux. Immersion dans l'atelier de Dakar, une réunion de plusieurs experts sénégalais qui planchent sur la construction de nouveaux immeubles plus en phase avec les conditions climatiques du continent. Et puis au Burkina Faso, chaque année, ce sont des centaines de milliers d'hectares de forêts qui disparaissent au profit de l'agriculture. Une déforestation contre laquelle lutte l'initiative 8000 villages, 8000 forêts. La deuxième édition de la cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie aura lieu ce lundi 15 septembre 2014 à Sipopo, en Guinée équatoriale. Il a pour but de récompenser la recherche et les travaux scientifiques. Cette année, l'Institut de médecine tropicale Alexander von Humboldt du Pérou, le professeur iranien Hossein Babarvand et l'universitaire et chercheur burkinabé, le docteur André Bassiono, seront récompensés. Aminata Diak. Ce lundi 15 septembre 2014, la ville de Sipopo accueille la cérémonie de remise des prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. L'événement récompense des individus, des institutions ou des organisations pour les meilleurs travaux scientifiques et de recherche visant à améliorer la qualité de la vie humaine. Une initiative du chef d'État équato-guinéen Obiangema Mbasogo qui a longtemps été déviée de ses bonnes intentions par de nombreuses organisations qui s'opposaient à la remise de ce prix, d'où la volonté du président de la République de retirer son nom de ce prix afin d'éviter toute polémique politicienne. Si le président de la Guinée équatoriale avait comme objectif qu'il soit vénéré, vous avez bien suivi que lui, il a demandé, si c'est mon nom qui pose le problème, qu'on enlève mon nom, qu'on met le prix UNESCO Guinée équatoriale. Je pense qu'avec ces messages, nous tous, nous avons l'obligation de faire en sorte que le prix soit matérialisé, qu'une initiative humanitaire ne soit pas tuée à cause des politiciens. Cette récompense vise à soutenir la communauté de scientifiques qui cherchent tous les jours à éradiquer des pandémies à travers le monde. Il faut comprendre le contexte de ce prix. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies telles que l'HIV-Sida. On parle des statistiques de 34 millions de personnes, 33-34 millions de personnes qui sont victimes de cette maladie. La plupart de ces gens se trouvent en Afrique, 67%. Alors, le fait que ce prix-là voit le jour, c'est vraiment une nouvelle très positive parce qu'on soutient ces gens, on soutient la communauté scientifique. La remise du prix de cette année aux lauréats pour la première fois en Guinée équatoriale est vécue comme une reconnaissance pour le pays comme pour l'ensemble du continent qui se mobilise en faveur de la recherche, en l'occurrence contre des pandémies comme le virus Ebola. Une mobilisation à laquelle se joint Africa 24, la chaîne panafricaine, qui vous fera vivre en direct de Sipopo ce lundi cette cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale. L'opérateur électrique camerounais Senel a entrepris vendredi 12 septembre son 4e changement d'identité pour devenir Eneo Energy of Cameroon, un nouveau nom qui marque son rachat par la société britannique Actis, nouveau détenteur de 56% des parts. Avec 900 000 clients et 3 600 emplois, Eneo a annoncé vouloir investir 260 millions d'euros dans le secteur. Mais pour certains experts, ce changement de nom n'est qu'accessoire. Écoutez par exemple les propos tenus par l'éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Simple. Tout simplement. Pourquoi? Parce que quand tu as une structure qui n'a pas fonctionné et que cette structure-là n'a pas donné les résultats escomptés, quand on relance une autre structure, il est impératif de pouvoir la changer. Mais la chose la plus importante, c'est la stratégie que l'entreprise va mettre en place. Cette stratégie-là est-elle une stratégie, comment dirais-je, qui va donner des résultats en tant que telle, dont le changement de nom en lui-même n'apporte rien de nouveau. Il faut plutôt s'intéresser à la stratégie que Eneo va mettre en place. Est-ce que cette stratégie-là permettra en sorte que les Camerounais, les populations camerounaises soient satisfaites du service qui leur est rendu concernant la communication? Donc le changement de nom, ça ne peut être, moi j'appelle ça, si vous voulez, nous les économistes, on se dit que c'est de la communication pure et simple. On reste dans le secteur énergétique avec un constat réalisé par plusieurs experts. La production doit augmenter. La démographie du continent est exponentielle et l'urbanisation galopante. Selon les études, l'Afrique comptera 2 à 2,5 milliards de citadins supplémentaires d'ici 2035. Reportage d'Aladin Jai, notre correspondant au Sénégal.
Des experts africains de l'énergie ont prouvé que les bâtiments sont les plus grands consommateurs d'énergie en Afrique. Le taux d'énergie qu'ils absorbent est évalué à 50% de la consommation générale. Souvent inspirés de ce qui se fait dans les pays tempérés, les bâtiments sont bien peu adaptés aux conditions climatiques africaines. Les bâtiments sont d'abord mal planifiés et mal exécutés. Aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux pour permettre d'avoir une bonne optimisation de nos bâtiments publics et qu'ils ne consomment plus de 50 ou 60% de l'énergie disponible. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, les bâtiments sont très mal orientés du point de vue de la course du soleil. Vous savez, c'est une question d'urbanisme d'abord à la base. Mais après avoir réalisé le plan urbain en fonction de l'orientation, en fonction du soleil, en fonction des vents, il faut arriver à faire une architecture qui économise l'énergie. Pour remédier à cette situation, 150 experts se sont réunis à Dakar. Objectif, proposer des solutions pratiques pour une transformation profonde de la conception architecturale. Cette rencontre de Dakar, qui a démarré depuis ce lundi 9 septembre, a pour thème l'efficacité énergétique des bâtiments en zone tropicale et ville durable. L'efficacité énergétique dans le bâtiment s'avère un des enjeux majeurs de développement pour les 30 ou 40 prochaines années. Sous la double impulsion de l'urbanisation, l'Afrique va se retrouver très bientôt avec des villes extrêmement peuplées, sinon surpeuplées. Il est donc temps, et grandement temps, de penser à l'organisation du bâtiment, à sa construction, et à avoir des bâtiments qui sont ma foi, adaptés à nos climats, ce qui n'est pas le cas des grands bâtiments actuels qui sont en général des copier-coller. Certains pays comme le Niger ont remédié à cette pratique. De nouveaux méthodes de construction sont adaptées en vue de réduire la consommation d'énergie des bâtiments. Je suis venu en tant qu'expert pour donner notre expérience au Niger. Et aussi en tant qu'inventeur, donc on a changé de mode de construction, on a éliminé les briques pleines et les briques creuses, et avec un autre type de briques pour réaliser des bâtiments en voile composite qui peuvent contenir le ferraillage, le béton et la latérite ou l'argile. L'atelier de Dakar vise à préciser une feuille de route pour la mise en œuvre d'une directive de la CEDEAO sur l'efficacité énergétique. Il s'agit d'inscrire cette dynamique dans le processus de préparation du sommet des chefs d'État organisé par le secrétaire général de l'ONU le 23 septembre. Le Burkina Faso perd chaque année 4% de ses 6 millions d'hectares de forêt. Ce sont en somme des milliers d'hectares qui disparaissent. Et pour pallier à cette déforestation, une campagne nommée 8000 villages, 8000 forêts a été lancée en 2007 pour reverdir le pays. Une campagne soutenue par le département des productions forestières qui a la charge de produire les espèces locales pour accompagner cette politique. Les explications de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Chaque année au Burkina Faso, plus de 110 000 hectares de formation végétale sont convertis en exploitation agricole. Une déforestation qui est aussi accentuée par d'autres actions de l'homme telles que le déboisement. Pour reverdir le pays, les autorités ont lancé en 1994 une campagne dénommée 8000 villages, 8000 forêts. Une campagne qui est accompagnée par le département des productions forestières qui en est la pépinière. Dans cette pépinière, des espèces locales sont produites. Nous sommes assis à une des petites pépinières du département où nous tentons de comprendre la physiologie et la biologie de nos espèces locales en vue de pouvoir améliorer leur régénération et de pouvoir faire une production de masse. Environ 25 000 plants sont produits par l'Institut de l'environnement de recherche agricole. Outre la production en grande quantité d'espèces locales, le département s'adonne aussi au greffage des plants. À titre d'exemple, le karité qui devait atteindre 30 ans avant production, son espèce greffée n'a besoin que de 7 ans. Une réduction pour plus de productivité. Vous avez le jujubier à l'état sauvage. Il vous faut, quand vous le plantez, il vous faut 4-5 ans, peut-être même 6 ans avant qu'il entre en production. Avec les tout petits fruits que vous connaissez, alors que quand vous faites le greffage, on le fait avec des variétés venues d'Inde et ça permet de raccourcir le cycle. Dès 6 mois, ça rentre en production.
et la taille du fruit est multipliée peut-être par 20 ou 30 et a une consistance de pomme. Pays sahélien, les ressources forestières du Burkina Faso sont très limitées. Ainsi, sa politique de reboisement lui permet de mettre sous terre chaque année 10 millions de plants, mais très peu survivent selon certains observateurs en raison du manque d'entretien. Il est donc nécessaire qu'une politique de suivi de ces arbres soit trouvée pour leur survie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.